Chers auditeurs, juste avant que l'épisode ne commence, un tout petit mot rapidement pour vous demander de m'aider à faire grandir et évoluer ce podcast pour qu'il vous plaise toujours autant. J'ai construit un sondage que j'aimerais que vous remplissiez. Le lien est dans la description de l'épisode. Ça ne vous prendra que 5 minutes et moi, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup d'aller le remplir. Et je laisse place à l'épisode. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Aujourd'hui, dans cet épisode hors série, nous retrouvons Nance, avec qui j'ai enregistré l'épisode numéro 18. Après l'enregistrement de cet épisode, j'étais un peu frustrée de ne pas avoir évoqué avec Nance sa mobilité aux USA. Avec cet épisode, ma frustration est apaisée. Nance nous raconte son parcours, entre le moment où il a appris que son projet hospitalo-universitaire impliquait une mobilité à l'étranger et son arrivée dans un laboratoire aux États-Unis, en pleine épidémie de Covid, avec sa famille à ses côtés. Nance nous décrit le concours de circonstances qui l'a conduit dans ce laboratoire, où d'autres avant lui avaient postulé en vain. Comment, une fois de plus, il a dû construire seul et sans soutien cette étape de sa carrière. Comment cette expatriation s'est construite en famille et l'a enrichi. Il nous partage également comment il a appris l'anglais. Bonne écoute! Bonjour Nance, alors re-bienvenue à La Consulte pour toi, puisque c'est la deuxième fois qu'on enregistre ensemble. Rebonjour. Alors, pour les auditeuristes du fond qui n'auraient pas écouté l'épisode avec toi, c'est l'épisode numéro 18, et il est top, et donc je vous encourage vivement, chers auditeurs, chères auditrices, à aller l'écouter pour faire connaissance avec Nance, parce que aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde un point particulier dans ta vie de médecin, c'est ta mobilité aux États-Unis. Tout à fait. Et j'avais envie de commencer par le commencement. Tu as raconté dans l'épisode précédent que l'enseignement et la recherche, c'est quelque chose que tu avais envie de faire depuis quasiment le début de ton cursus médical. Mhm. Et je voulais savoir à quel moment tu as compris que cette ambition hospitalo-universitaire impliquait une mobilité à l'étranger. Je pense que ça a commencé, donc effectivement, quand j'ai commencé médecine assez rapidement, je me suis dit que je voulais faire de l'hospitalo-universitaire. Quand on est externe en médecine, on a une vision assez, je pense, idéalisée de la carrière, ou en tout cas une vision assez lointaine de ce qu'elle implique. On voit simplement le vernis du prof, on sait qu'il faut faire de la recherche, mais on sait pas exactement ce que c'est. Et je pense que c'est dans les premiers semestres d'internat où j'ai commencé vraiment à me renseigner sur les tenants et les aboutissants de cette carrière. J'ai discuté avec mes chefs de clinique, PH, MCU, enfin en tout cas les gens qui étaient dans le milieu, et j'ai petit à petit glané les informations sur quelles étaient les étapes nécessaires pour devenir hospitalo-universitaire. Et mon mentor à l'époque m'avait parlé de la mobilité et de sa mobilité, lui qu'il avait faite aux États-Unis aussi, à la Mayo Clinic à Rochester dans le Minnesota. Et donc rapidement je me suis dit voilà, il faut faire une mobilité internationale, il faut faire une mobilité. C'est mieux si elle est internationale, c'est mieux si elle est dans un pays anglophone. Et voilà, donc je m'en suis rendu compte assez vite, je dirais disons 2, 3e semestre d'internat. Je me souviens encore être rentré à la maison et à dire à ma femme, alors qui était pas ma femme à l'époque, mais c'est toujours la même, donc je peux dire ma femme, et lui dire bon écoute voilà, j'en sais un petit peu plus sur cette carrière. Il y a un moment donné, je sais pas trop quand, il va falloir partir à l'étranger pour faire une mobilité à l'international, c'est-à-dire vivre à l'étranger. Moi, j'aimerais bien aller aux États-Unis. À l'époque, je crois que j'étais pas encore allé aux États-Unis. C'était plus comme ça dans la tête. J'avais envie d'aller faire ça aux États-Unis. Et je dis voilà, est-ce que t'es ok pour me suivre dans cette aventure? Je sais pas quand est-ce que ce sera, mais si je fais cette carrière, ce sera à un moment donné. Et elle m'a dit oui, bah ok, aucun problème. On a toujours bien aimé voyager et découvrir des nouvelles choses comme ça, donc sans aucune arrière-pensée, sans même réfléchir, elle m'a dit bah bien sûr. Elle était au milieu de ses études d'avocate. Ça impliquait pour elle, si elle était avocate au moment où on partait, beaucoup de considérations professionnelles pour elle aussi. Mais donc c'est depuis ce moment-là que les choses se sont précisées et que j'ai
je savais qu'à un moment donné, j'allais partir à l'étranger pour faire ma mobilité. Et le choix des États-Unis, c'est venu à quel moment exactement? Parce que là, tu racontes que tu avais envie d'aller aux États-Unis, mais la décision de partir aux États-Unis, c'est venu quand? Alors, disons que moi, j'avais envie d'aller aux États-Unis. Du coup, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis entre le moment où je me suis dit que j'allais aller en mobilité aux États-Unis et où je suis actuellement aux États-Unis. J'avais fait 1, 2, 3, 4 ou 5 voyages aux États-Unis avant de venir ici. Majoritairement pour 2 fois pour des vacances, 2 fois pour des congrès et 1 fois pour venir visiter mon labo. Donc voilà, c'était des séjours un peu différents. Les choses se sont vraiment précisées à, je vais dire, 1 an et demi avant de partir en mobilité. En fait, on a, dans toute ce tumulte professionnel que j'ai raconté dans l'épisode 18 du coup du podcast, il y avait la volonté. À un moment donné, on a décidé de changer de thématique de recherche au labo. Et ce que j'ai fait pendant ma thèse de science, j'allais pas continuer à faire ça en postdoc. Et donc, avec mes collègues chercheurs, on a décidé, enfin en tout cas, ce qui a été décidé, c'était de travailler plutôt sur le syndrome cardio-rénal. Et donc, j'ai commencé à me dire, l'idée étant de travailler sur le syndrome cardio-rénal, je vais chercher des laboratoires qui sont à la pointe, en tout cas qui ont une grosse expertise dans le domaine cardiaque. Donc moi, je suis néphrologue, on va dire que le côté rénal, ça va, je m'en sors. Mais sur le plan recherche, acquérir une véritable expertise sur le cœur. Et l'idée de la mobilité, c'est toujours d'aller chercher une technique ou une expertise que tu n'as pas dans ton laboratoire, que tu vas pouvoir ramener pour la suite de ta carrière. Et aussi, évidemment, si tu peux, au passage, écrire un papier important qui pourrait fédérer un peu ta carrière, c'est toujours un plus. Enfin, c'est un des objectifs, mais on va dire que c'est jamais très facile. Donc, je me suis mis en quête de chercher un laboratoire qui avait ces caractéristiques. Et pour ça, on va dire que j'ai fait comme j'ai toujours fait, je me suis débrouillé tout seul, puisque mon mentor n'avait aucune expertise dans ce domaine, ne connaissait personne, et que finalement, en tout cas dans l'équipe, étant donné qu'on était en train de refaire une nouvelle équipe sur une nouvelle thématique, personne n'avait de background par rapport à ça. Donc je me suis dit je vais regarder sur PubMed, donc notre moteur de recherche. Je vais taper les mots-clés sur le cœur et je vais regarder ce qui sort. Et en fait, chez mes recherches, je me souviens avoir vu des labos en Australie, quand même, parce que je voulais aller aux États-Unis, mais bon, j'étais pas non plus fermé à l'idée d'aller dans un autre pays anglophone si je trouvais un labo qui était vraiment quelque chose qui correspondait à ce que je cherchais. J'ai trouvé un labo en Australie qui était, enfin en tout cas qui semblait avoir fait des publications qui allaient un petit peu dans le sens de ce qu'on voulait faire. Malheureusement, en fouillant un peu, je me suis rendu compte que le lab manager, enfin pas le lab manager, le chef du labo, j'ai envie de dire le directeur du labo, était décédé peu de temps, au moment où je regardais. Donc bon, ça c'est vraiment pas le bon plan, partir dans un labo où le moteur du labo vient de décéder, ça je pense que c'est pas une mobilité qui commence bien. Donc on a laissé tomber l'Australie, sachant qu'on connaissait pas les gens et qu'on savait pas du tout ce qu'ils allaient nous répondre. Et finalement, j'ai trouvé 2 labos. Un labo à New York, donc New York, et un labo à Cincinnati, qui est pas le labo dans lequel je travaille, qui est un autre labo qui est dans le même institut, enfin qui était, puisque en fait le chef du labo s'est fait virer pour des histoires de falsification. Enfin bref, c'est une histoire un peu foireuse. Mais néanmoins, j'avais déjà en tête cette idée de Cincinnati. Alors, ne connaissant rien au monde cardiovasculaire, je m'étais mis en tête d'écrire des lettres, en fait, avec l'aide de mes collègues de recherche, pour postuler et éventuellement demander au directeur du labo dans lequel qu'on allait intégrer, qui était lui cardiologue et bien connu dans le milieu de la cardiologie, pour avoir son avis sur d'éventuels endroits pour aller faire un post-doctorat en cardiologie.
Donc voilà le début de l'histoire. On va dire que les États-Unis, ça a toujours été une trame de fond que j'ai un petit peu consolidé en allant aux États-Unis, en allant d'abord en vacances et puis en congrès. Et puis je me suis dit allez, j'ai envie de découvrir un peu plus ce pays qu'on voit dans les films, finalement une culture qu'on a l'impression de connaître parce qu'on est abreuvé d'américanisme tout le temps. Et voilà, est-ce que c'est exactement ce que j'ai en tête ou est-ce que je vais découvrir des nouvelles choses et j'avais vraiment envie d'avoir cette expérience outre-Atlantique. Donc finalement, je pense un peu orienter mes recherches vers ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je finis aux États-Unis. Alors il y a un autre concours de circonstances que peut-être je raconterai après, mais voilà un petit peu quand ça s'est décidé. On va dire un an et demi avant, quand j'ai commencé vraiment à chercher un labo. J'ai surtout regardé les labos aux États-Unis. Ouais. À ce moment-là, ton épouse, pour elle, c'était toujours ok de partir aux États-Unis. T'as des enfants, je crois, je sais pas quel âge ils ont, mais il y a aussi la question de la scolarité pour les enfants qui se pose. Et il y a toute une vie de famille à expatrier avec toi. Ça a toujours été ok? Ouais. Alors comme je te dis, c'est un projet qui depuis le début finalement, avant même d'avoir des enfants, avant même qu'elle soit installée en tant qu'avocate, avant même que moi j'ai fini mon internat, c'était un projet qu'on avait tous les deux acté dans notre vie. On savait qu'on allait partir à un moment donné, idéalement 2 ans, c'est ce qu'on fait là, aux États-Unis. En fait, ça a toujours été le projet et si tu en parles avec elle ou avec ma famille, voilà, tout le monde savait qu'à un moment donné, on allait partir. Parce que c'était ma volonté, et comme je t'ai dit dans le précédent podcast, voilà, c'était une nécessité de carrière. Moi, j'avais envie de le faire, donc c'était clair que ça allait se faire et que j'allais tout faire pour que ça se fasse. Et donc, c'était quelque chose qui était assez acté. Ça a toujours été, comme d'habitude, un projet assez lointain quand c'est simplement une évocation. Tu évoques un projet, oui, on va un jour partir, et finalement, plus ça se rapproche, et ben effectivement, comme tu dis, plus ça devient concret. Plus l'excitation d'avoir un projet comme ça un peu fou, enfin un peu fou, ça dépend comment on l'envisage, mais finalement devient concret et ça devient vraiment concret quand on rentre dans l'opérationnel où on commence à faire les démarches. Finalement, mes enfants sont petits, j'ai des jumeaux de 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Quand on est parti, ils avaient 2 ans et demi. Donc ils étaient à la crèche et on va dire que là ils sont dans une équivalence de première année de maternelle et ils rentreront ils seront en 2e année de maternelle en moyenne section. Donc voilà, c'est des âges où ils découvrent un peu la langue, ils apprennent à compter, tout ça. Du point de vue des enfants, enfin on va dire que initialement on était plutôt confiant sur le fait de partir. Après effectivement, il y a beaucoup de choses en fait à dire sur la mobilité internationale dans le cadre de la carrière universitaire. Et ça, je m'en suis rendu compte ici au contact de gens qui étaient expatriés, mais dans d'autres conditions. C'est-à-dire, je me suis rendu compte de ça au contact de gens qui étaient plutôt ingénieurs, qui travaillent dans l'aéronautique, qui sont expatriés par leur entreprise pour venir faire des missions plus ou moins longues ici. Et j'ai découvert à quel point, encore une fois, ce que je pensais être une expérience, et ce qui est pour moi toujours une expérience incroyable, était en fait une grande violence, encore une fois, dans la carrière hospitalo-universitaire, puisqu'on est vraiment livré à nous-mêmes et on n'est vraiment pas du tout aidé pour ça. Et la différence de traitement entre ces gens qui sont expatriés par une boîte privée, bien sûr c'est le privé, mais et nous est assez incroyable, j'ai envie de dire. Après, bref, voilà, la question initiale était, est-ce que, comment? C'était sur la décision de partir en famille et comment, en fait, je sais plus ce que j'ai formulé exactement comme question, mais finalement, comment elle s'est prise cette décision en famille, avec l'impact que ça a sur la carrière de ton épouse, sur la scolarité des enfants. Il se trouve que la façon, du coup, que ma femme ma femme n'est plus avocate maintenant, elle a cessé d'exercer puisque cette profession ne lui convenait pas. Donc finalement, ça a été aussi quelque chose qui a été pour elle, je pense, ça l'a pas forcément aidé. Alors c'est quelque chose qu'elle attendait avec impatience, mais c'était difficile pour elle de se projeter aussi dans sa profession d'avocate puisque elle savait qu'elle allait partir.
de fait, c'était difficile pour elle de se dire, je peux pas non plus trop m'engager dans la profession, ouvrir un cabinet, avoir une clientèle et puis partir. C'était compliqué pour elle. Je pense que ça l'a mise un petit peu ça l'a pas aidé en tout cas à prendre des décisions éclairées. Mais bon, de toute façon, elle voulait plus faire ce métier. Donc finalement, quand on est parti, elle était encore au milieu d'une reconversion professionnelle où elle cherchait encore un peu sa voie. Les projets on va dire se concrétisent un peu plus. Là, elle sait à peu près, elle sait un peu plus ce qu'elle veut faire à son retour. Mais finalement, de fait, la profession de ma femme, au moment où on est parti, n'était plus vraiment le problème, puisque là, elle exerçait plus en tant qu'avocate, elle voulait plus exercer en tant qu'avocate. Et ça se goupillait pas mal, puisque du coup, vu qu'on va changer de ville, enfin, les choses se sont plutôt bien goupillées, malgré tout, au moment où on partait. Les enfants alors, il s'est jamais posé la question que je parte tout seul, sans ma famille, parce que je serais pas parti aussi longtemps, tout seul, avec des enfants aussi petits. Je pense que c'était vraiment enfin, en tout cas, je pense qu'on peut accepter beaucoup de choses dans la carrière hospitalo-universitaire, mais certainement pas ça. Si les gens l'acceptent, tant mieux, et qui sont au clair avec ça, c'est très bien. Mais personnellement, moi, je ne me voyais pas du tout partir 2 ans sans ma famille. En plus, vu le contexte de pandémie, ça aurait été juste, ça aurait été une torture supplémentaire dans déjà ce qui est parfois difficile de surmonter de genre de base. Donc franchement, c'était pas du tout envisageable. De fait, voilà, on avait ce projet, on est parti. Les enfants étant petits, on n'avait pas le poids, tu vois, d'organiser le suivi des cours en français aussi, pour pas qu'ils perdent leur niveau, puisqu'ils étaient pas encore scolarisés et qu'on va revenir en moyenne section. Donc les choses vont, je pense, se faire assez doucement vers la transition en France. Donc voilà, la décision, elle était prise depuis longtemps, qu'on parte tous les 2, puis tous les 4. Et donc ça n'a pas vraiment été, une source de doute en fait. Enfin, pour moi, c'était assez clair dès le début, quoi. Finalement, vous étiez d'accord sur la décision et le timing s'est plutôt bien goupillé en fonction de vos circonstances de vie, en fait. C'est ça, ouais. Et alors, tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont tu as trouvé le labo? Parce que tu as fait du teasing en disant qu'il y avait un concours de circonstances, mais du coup, on n'a pas la suite de l'histoire. Ouais. Alors, c'est bon. Ma mère me dirait, de toute façon, t'es cartésien, tu crois, t'es comme saint Thomas, tu crois que ce que tu vois. Donc, je dirais pas que c'est la coïncidence céleste, hein, parce que j'y crois pas du tout. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des concours de circonstances dans la vie qui sont marrants. Donc, je cherchais mon laboratoire et je devais demander. On s'était dit qu'on allait demander au directeur du laboratoire de l'époque, dans lequel j'allais intégrer, qui était un gros laboratoire de cardio à Lyon, qui était même à un moment donné une IHU, donc c'était un très gros institut avec beaucoup de recherche assez on va dire compétitive. C'est un très bon labo, et donc le directeur était quelqu'un qui était connu dans le milieu cardiaque. Donc ça paraissait logique de lui poser la question, sachant que c'était en plus le directeur du labo dans lequel j'étais. Ça paraissait logique, mais on voulait quand même d'abord y aller avec des billes et pas lui demander tu peux pas nous trouver un postdoc s'il te plaît, enfin quand même dire qu'on avait cherché. Et il se trouve que quand j'ai regardé, il y avait un autre labo à Cincinnati et qui semblait qui faisait du cardiaque, mais qui faisait de la biologie moléculaire, qui manipulait énormément de génétique, chose qui à l'époque était complètement obscure pour moi. Enfin, en tout cas, j'étais pas du tout expert là-dedans. Je comprenais difficilement, enfin, c'était très compliqué pour moi c'était long et fastidieux de lire ces papiers parce que c'est très très technique. Mais finalement, quand on comprend, c'est très intéressant. Et je me suis dit, bon, il y a ce labo, puis on avait dit, dis donc, ce chef de labo, il a pas mal de distinctions, il est investigateur pour le Howard Hughes Medical Institute, qui est un truc très prestigieux aux États-Unis. Et bon, finalement, ça avait l'air pas mal. Mais bon, on s'était plutôt rabattu sur l'autre, qui était plus terre à terre et qui avait fait aussi des papiers dans le cardio-rénal, qui était
Maintenant, je le sais, hein, c'est la porte d'en face, mais bon, à l'époque, je le savais pas. Et du coup, j'ai quand même regardé à Lyon, quand on est médecin à Lyon, on reçoit tous les mois la Gazette des publications de rang A. Donc, pour ceux qui sont pas, on va dire, au fait, c'est-à-dire donc dans les journaux qui ont le plus d'impact dans les spécialités différentes et qui donc sont classés rang A, tous les auteurs qui sont affiliés aux Hospices civils de Lyon étaient retranscrits mensuellement dans une gazette. Et donc, on pouvait avoir voilà les articles de novembre 2020 publiés dans les journaux de rang A avec des auteurs issus des HCL. Donc là, on recevait ça tous les mois. Et donc, quand j'ai publié ma thèse de sciences, j'ai eu aussi droit à ma petite ligne. Voilà. C'est absolument, ça sert à rien du tout. Ça permet juste de regarder un petit peu ce que les gens font autour de nous. Et je trouve que moi, je pense que plein de mes collègues n'ouvraient même pas ce mail. Et moi, j'ouvrais tout le temps ce mail et je regardais si je connaissais des collègues universitaires ou pas qui avaient publié. Puis bon, bah, de temps en temps, je leur envoyais un petit mail en disant félicitations pour ton article, tout ça. Et il se trouve que là, je vois un truc sur la mitochondrie, bon, parce qu'il travaillait là-dessus dans le labo, signé par le directeur du labo, donc qui était aux HCL. Et je reconnais le nom d'un des gars que j'ai vu à Cincinnati. Je dis tiens, ils ont co-signé un papier tous les deux. C'est quand même assez hallucinant. Enfin, je veux dire, le concours de circonstances. Et donc, on devait lui demander, j'ai reçu le mail le lundi et le mercredi, le vendredi, on avait la réunion de labo, donc on s'est dit tiens, on va lui poser la question le vendredi. Et le vendredi, à la fin de la réunion du labo, on le prend entre juste vraiment, on lui saute dessus, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui était très occupé. Et on lui demande, bonjour, donc je lui dis voilà, je cherche des postdocs et bon, j'avais trouvé quelques endroits, mais j'ai vu que vous étiez sur la même, vous avez signé une publication avec Jeffrey Molcantine et bah, j'avais regardé et puis c'est vrai que ça m'a l'air intéressant ce qu'il fait. Est-ce que vous le connaissez? Il me dit Jeffrey, bien sûr, c'est mon pote. On boit des canons ensemble. On fait partie de la même bourse. On a une bourse tous les deux. Il dit ouais, pas de problème. Bon tu veux aller faire un postdoc là-bas? C'est génial. Écoute, je lui envoie un mail. Donc bon, ça c'est ce qu'il a dit. C'était quoi? C'était 2 novembre. Non, c'était en 2019. Mais par là. Et donc bon, je l'ai relancé plusieurs fois avant qu'il envoie le mail, hein, parce que un professeur surbooké. Et donc il a fini par envoyer un mail à Jeffrey Molcantine, qui lui a répondu ouais salut Michel. Donc vraiment, moi je recevais les correspondances, c'était les meilleurs amis du monde. Hein. Et il dit écoute, donc j'ai même pas eu besoin de traverser, on va dire. De postuler de façon directe, en fait, ça s'est fait par mail de chef de labo interposé, en disant écoute, ouais, pourquoi pas, c'est intéressant, bon, il faut. Et les Américains, avec toute la pudeur qu'ils ont quand ils répondent aux mails, c'était bon, mais bon, voilà, donc je sais pas trop comment je vais être en termes de finances, parce qu'il y a une bourse qui se termine, mais bon, ça devrait le faire. Bon, par contre, il faut absolument voir si ça lui plaît. On peut rien faire si ça lui plaît pas. Donc, il faudrait qu'il vienne visiter avant. Bon, ça, c'est vraiment pas du tout la façon dont c'est fait. Il va falloir qu'il vienne pour qu'on voit si on est ok pour qu'il travaille avec nous. Mais c'est pas dit comme ça. C'est dit, il faut voir si ça lui plaît. Et du coup, moi directement, j'ai été mis dans la boucle. Donc, j'ai interagi avec celui qui est mon chef aujourd'hui, hein, puisque ça s'est fait, hein, je vous spoil la fin. Et du coup, il m'a dit ok, super, travaille sur quoi? Donc au début, j'avais pas de projet, enfin je veux dire, j'avais pas il fallait écrire un projet, tout ça. Il dit écoute, ce qu'on va faire déjà, c'est que tu vas venir, tu vas visiter le labo, voir si ça te plaît, visiter la ville, tu vas nous présenter ce que tu fais en recherche, et puis on va déjà commencer par là. Et donc, il m'envoie le mail de sa secrétaire qui me demande mes dates, qui me prend un billet d'avion, et voilà, je paye rien du tout. Je fais un aller-retour à Cincinnati, et ça, c'était octobre 2019. Et si tu veux, avant d'aller, là, j'ai un peu vite en besogne, mais globalement,
entre le moment où ça se fait et où je vais au laboratoire pour mon interview, c'est-à-dire en octobre 2019, je me rends compte en fait que je viens de demander une interview et un postdoc dans un des plus gros labos sur le sujet aux États-Unis et probablement un des mieux financés des États-Unis, dans une ville que une personne sur 10 connaît. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment gros niveau, quoi. Et là, je commence à me dire waouh, c'est quand même pas rien. Et sur le coup, j'avais pas trop réalisé. Puis en fait, j'ai réalisé quand des autres membres du labo, qui étaient des gens, des chercheurs qui avaient fait leur postdoc et qui étaient revenus, m'ont dit nous, on a tous postulé, on s'est tous fait recaler. D'accord. Donc, dont une chercheuse qui était vraiment brillante et qui m'a dit moi, je voulais faire mon postdoc là-bas et j'ai pas été prise. Et là, je me suis dit bon, alors je sais plus si elle m'a dit ça avant ou après que j'ai fait mon interview. Mais globalement, je me suis dit OK. Donc en fait, là, moi, je suis passé par vraiment la voie de c'est mon pote, j'arrive. Moi, j'avais aucune ligne de mon CV dans laquelle j'avais une expertise dans ce domaine. Ma thèse de science était faite sur un autre sujet. C'était vraiment là pour ramener, pour acquérir une expertise dans le domaine. Donc c'était voilà, je suis pas sûr, je suis toujours pas sûr que mon dossier aurait été sélectionné via d'autres voies. En tout cas, si j'avais pas eu ce... Donc on va dire que c'est de la chance d'avoir eu ce contact-là. Et bon voilà, donc étant donné que c'était un labo qui avait beaucoup d'argent, qui en a toujours d'ailleurs, me voilà donc booké avec un aller-retour à Cincinnati en octobre 2019 pour 4 jours pour aller présenter mes travaux de recherche et découvrir la ville et le laboratoire et savoir si effectivement j'allais bien faire mon postdoc là-bas. Et ça s'est bien passé? Alors oui, ça s'est bien passé. C'est assez déroutant parce que finalement on arrive et on n'a vraiment pas l'impression qu'on est dans une interview décisive. Moi, j'avais discuté avec des universitaires qui étaient allés, qui avaient fait leur postdoc, notamment un professeur qui travaille en transplantation, qui m'avait dit non, je te le dis, moi, ça s'est passé comme ça. C'est que tu vas arriver et puis que tout le monde va avoir à être cool, sympa, tu vas rencontrer tout le monde, mais ça se joue là, quoi. Ça se joue là, c'est vraiment c'est décisif et sous ces airs de camaraderie, c'est la décision qui sera prise à ce moment-là. Donc je m'y attendais un petit peu. Mais c'est vrai que je suis arrivé où, voilà, j'ai rencontré le boss, on a discuté de ce que je voulais faire et tout. Et tout le monde, ensuite j'ai rencontré tous les postdocs. Tous les postdocs du labo, j'ai discuté une 20aine de minutes avec chacun, sur 2 jours. Et tous me posaient à peu près les mêmes questions. Alors il y en a qui me posaient des questions plus ou moins différentes, mais tous me disaient, mais pourquoi est-ce que tu veux venir dans notre labo? Finalement, c'est pas du tout ce que tu fais habituellement. Et je sais pas, je pense que j'ai dû bien répondre parce que finalement j'ai été pris. J'ai présenté pendant 1 heure mes travaux de recherche devant le labo en anglais. Alors déjà quand je suis arrivé, c'était pour moi une première. Aujourd'hui, je suis habitué à ça, mais c'était donc il y avait à bouffer, donc il y avait des énormes pizzas et des grandes bouteilles de Coca. Moi, j'ai juste pris une part parce que bon, je présentais, j'avais un peu l'estomac noué et puis je leur ai dit mais vous avez pas un verre d'eau? Et ils m'ont tous regardé avec des grands yeux en disant de l'eau, bah, je sais pas, dans les toilettes peut-être. Et donc ils se sont dit bon maintenant j'ai l'habitude de manger des pizzas et de boire du coca. Hein. J'en bois pas beaucoup, mais bon, en tout cas bref, ça me choque pas comme ça m'avait surpris à cette époque-là. Et donc voilà, à la fin de la journée, retourner voir le boss et il me dit bon bah écoute, voilà, je pense que t'as vu tout le monde à peu près. Les gens t'aiment bien, ça va le faire, ça peut le faire. Ouais. Maintenant, il faut qu'on trouve un sujet, mais ok, on peut partir là-dessus. Donc voilà, je suis reparti le mardi. J'étais arrivé le samedi. Je fais dimanche, j'ai visité un peu la ville. Je suis allé voir un match de football américain. Vu que l'équipe ici est mauvaise, les places c'était pas très cher. C'était tout à fait inintéressant parce que je connaissais pas les règles. J'étais tout seul, donc je suis parti en fait. Je suis pas resté. Voilà. C'était un peu un fail. Et du coup, donc le lundi, j'ai passé une journée. Le soir, je suis allé manger avec les postdocs. J'ai passé un séjour assez intense.
Et mardi, voilà, je retourne dans l'avion avec, voilà, c'était, ça va se faire. Et il fallait maintenant trouver un sujet et aller, et enclencher les démarches. Ce qui n'a pas été simple parce que entre les deux, entre octobre 2019 et octobre 2020, il y a eu quelque chose. Il y a eu le Covid. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas partis en postdoc à cause du Covid. Mais moi, mon chef ici étant quelqu'un qui a la réputation d'être un fonceur, il a rien annulé du tout, et donc ça a pu se faire. Donc le Covid n'a pas été un obstacle. Par contre, tu disais qu'il y avait eu des difficultés, que c'était plus difficile de partir dans le cadre d'une mobilité quand on est médecin que quand on est expat et qu'on est envoyé par sa boîte à l'étranger. Ça c'est alors pas vraiment pour partir. Donc en fait, il y a eu des petits soucis. Enfin, ça a été un tout petit peu plus compliqué que ça ne l'est habituellement. Alors quand on part, moi j'ai été mis en relation avec le service d'immigration de l'hôpital qui m'a bien aiguillé pour tous les éléments d'immigration que je devais faire. Ça a pris du temps parce qu'effectivement avec le Covid tout avait été mis entre parenthèses et que l'immigration avec les ordonnances de Trump avait vraiment bien réduit. Il avait interdit un certain nombre de gens de rentrer sur le territoire et on est passé entre les gouttes, puisqu'il avait interdit une certaine partie des gens qui avaient le même visa que moi. Mais moi, j'étais dans une catégorie qui n'avait pas été interdite. Donc jusqu'au dernier moment, même avec un visa, on n'était pas sûr de partir parce qu'on savait pas si Trump allait pas ressortir un truc qui allait nous empêcher de venir. Donc ça a été une source de stress, ça a été compliqué, mais ça c'était valable pour tout le monde, expat, privé ou pas. Et en fait, les systèmes, l'approbation des documents était beaucoup plus longue, donc ça a été un processus qui a pris plus de temps qu'il ne prenait habituellement, mais qui s'est quand même fait. Et on a eu aussi un petit truc en plus, c'est-à-dire que quand on avait un visa, il fallait demander une autorisation de voyage qui était valable 30 jours. Et nous, en fait, on a eu nos visas fin août, et donc c'était valable jusqu'à fin septembre, et on partait fin octobre. Donc il a fallu refaire une demande d'exonération du travel ban. Et du coup, ça a été encore un stress supplémentaire, puisque j'ai eu l'autorisation 10 jours avant de partir. Donc bon, ça, on va dire que ça a été des petits stress, mais bon, ça s'est plutôt bien goupillé. En fait, ce que je veux dire par la différence de traitement, c'est que quand on parle de mobilité dans une carrière universitaire, pour devenir professeur des universités, on parle de quelque chose qui est obligatoire. On parle de quelque chose qui, voilà, sans mobilité, on ne peut pas prétendre, normalement, il y a bien sûr, évidemment, des cas particuliers, mais normalement, quand on n'a pas fait de mobilité, on ne peut pas devenir professeur. Certains font leur mobilité en France, juste dans un autre labo, dans une autre ville, mais ce qui est préconisé quand même, c'est de faire une mobilité à l'étranger, et plus dans un pays anglophone. Une fois que ça c'est dit, comme d'habitude, démerde-toi. Démerde-toi pour trouver ta mobilité. Bon, ça, à la limite, je veux bien le concevoir, parce que d'une certaine façon, chacun a ses spécificités de recherche et ses spécificités, ses nécessités particulières. Mais l'État, qui est quand même, on s'engage quand même quand on devient universitaire à travailler à l'hôpital public, puisqu'on ne peut pas travailler ailleurs. On fait une carrière on fait une carrière qui est longue avec des obligations, et par contre, on n'a aucune contrepartie. On n'a absolument pas de garantie de travail, de pouvoir travailler en rentrant. Enfin, moi, j'avais un poste à Lyon, mais bon, je l'ai rendu. Et voilà. En fait, là, je suis complètement transparent par rapport à l'administration française. J'ai plus de sécu, j'ai plus rien, j'ai pas d'employeur. Je reviens en France aujourd'hui. Je suis au chômage, j'existe pas. Alors que je suis censé être dans une carrière académique qui est censée je reviens pas sur le côté HU, mais il y a rien qui est fait pour qu'on puisse partir. Donc si on n'a pas de sous, si on n'a pas de bourse, en fait on peut pas partir, parce qu'en fait c'est cher de partir en mobilité, parce que ça coûte des sous. Et nous, on a un certain nombre on a de la chance de ne pas avoir de problèmes financiers. On a eu de la chance d'avoir acheté un appartement à Lyon qui a pris de la valeur de façon
hallucinante en 6 ans, qu'on a revendu et donc qui nous permet de pouvoir vivre notre aventure américaine comme on l'entend, en famille, en mettant les enfants à l'école. Enfin, je veux dire, mais ça, quand on est hospitalo-universitaire en devenir, en fait, on doit galérer et l'État ne nous apporte aucune aide. J'ai pas d'aide pour rentrer si je veux rentrer en France voir ma famille s'il y a un souci santé. Enfin, j'ai perdu ma grand-mère cette année, je suis pas rentré quoi. Enfin, je suis pas rentré parce que j'ai pas les moyens financiers et j'ai pas les congés non plus pour pouvoir le faire. Alors, j'aurais pu, mon chef m'aurait autorisé à le faire, mais je veux dire, tout ça, on se rend compte de tout ça quand on parle avec les expatriés qui viennent dans le cadre d'une mission avec leur entreprise et qui ont des allers-retours offerts par la boîte, leur assurance santé prise en charge, le déménagement aller-retour pris en charge, des meilleures conditions salariales qu'en France. Et en fait, sans être jaloux de leur situation, puisqu'en fait moi je fais pas le même métier, je me dis mais enfin il y a un problème quoi. Il y a un problème de comment est-ce qu'on considère les gens qu'on va former pour être l'avenir de la recherche médicale, ou en tout cas une vitrine de recherche médicale, et comment est-ce qu'on les traite en réalité. Encore une fois, je veux dire, si on n'a pas d'argent, moi, je veux dire, si je voulais vraiment partir en mobilité, là où je suis, j'aurais dû partir tout seul en fait. J'aurais pas pu amener ma famille. Et ça, c'est quelque chose qui me laisse un goût amer parce que moi c'est fait, je bénéficierai pas de ça, mais s'il y a quelque chose qu'il faut changer, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans l'accès à la carrière hospitalière universitaire, c'est ça. Je veux dire, l'État doit s'engager, comme nous on doit s'engager en retour à nous aider à faire ces carrières, parce que franchement c'est une expérience formidable sur le plan personnel, mais sur le plan professionnel c'est vraiment important. C'est vraiment un investissement intéressant pour la recherche française que de partir à l'étranger. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule. Je dois avouer que c'est quelque chose qui, voilà, il faut que ça change parce que c'est compliqué et ça devient de plus en plus compliqué, et que j'entende pas les vieux PUPH du fond me dire ouais, nous on est parti, on s'est démerdé tout seul, parce que la recherche n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Les prix ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et ce qu'on faisait il y a 20 ans, on peut plus le faire aujourd'hui. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi pour tous les aspects de la carrière. Le coup de gueule est enregistré. Super. Qu'est-ce que tu as envie de ramener de ton expérience américaine quand tu seras en France ? Ma Ford Mustang. Oui, effectivement, j'ai acheté une vieille Ford Mustang de 1965. C'était je dirais pas un rêve de gosse, mais un rêve de pré-trentenaire, voilà. Donc c'est quelque chose que j'avais en tête, et ici c'est pas très cher, donc j'en ai acheté une et je vais la ramener. Mais ça, on va dire que c'est anecdotique. Qu'est-ce que je vais ramener de mon expérience aux États-Unis ? Alors, je vais ramener plein de choses. Alors, sur le plan personnel et professionnel. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Tout ou juste le professionnel ? Les deux. Alors, sur le plan professionnel d'abord. Sur le plan professionnel, comme je t'ai dit, je suis arrivé dans un laboratoire qui fait de la biologie moléculaire et qui manipule un certain nombre de souris transgéniques et des modèles, de l'ARN et compagnie. Donc, je peux dire que je m'y connais un peu maintenant. Un peu, hein. Humblement, même très peu, mais je veux dire par rapport à quand je suis arrivé, 10 000 fois plus. Et ça, je vais le ramener parce que c'est des outils formidables. Ce sont des outils formidables pour la recherche biomédicale. C'est un véritable plus de maîtriser ça. Ça permet d'aller très loin dans les explications physiologiques et physiopathologiques. Et donc, je pense que j'ai acquis une petite expertise par rapport à ça. Et je pense que je vais la ramener. Ça, c'est la première chose que je vais ramener. Je vais ramener aussi, je pense, j'espère en tout cas, une collaboration avec ce laboratoire. J'aimerais bien continuer à travailler avec eux. Éventuellement, pourquoi pas leur envoyer des étudiants pour qu'ils découvrent un petit peu. Pas forcément qu'ils découvrent Cincinnati et le Midwest. Ma foi, c'est sympa. C'est pas une ville désagréable. C'est pas New York, mais c'est pas une ville désagréable.
Et c'est pas si mal quand on a des enfants parce qu'on paye pas $5 000 sa location. Mais voilà, j'ai envie de garder ce contact professionnel parce que c'est un environnement de travail qui est extrêmement motivant. Je vais pas tout ramener de la façon dont les Américains travaillent parce que bon, quand je suis arrivé, j'étais dithyrambique sur la façon dont tout fonctionnait ici, et après un peu plus d'1 an, j'ai quelques réserves. Mais bon, ça peut pas être parfait partout. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien, et leur façon de travailler. Alors, c'est mon boss qui m'a dit ça. J'aime bien cette façon de travailler. Lui, il a les moyens parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais il me dit, voilà, vous, les Européens, en tout cas, il disait ça en rigolant, mais finalement, c'est pas si faux que ça. Et vous, les Européens, vous réfléchissez beaucoup et puis après, vous agissez un peu. Nous, ici, c'est complètement différent. C'est que nous, on agit beaucoup et après, on réfléchit sur ce qu'on va faire avec on réfléchit sur ce qu'on pourrait faire de nos agissements. C'est vrai pour la recherche, c'est vrai pour plein de choses d'ailleurs ici aux États-Unis, mais globalement il dit voilà, on n'a pas forcément d'idée, mais par exemple ils ont des outils génétiques très puissants pour faire le transcriptome, c'est-à-dire tous les gènes qui sont up-régulés ou down-régulés dans telle ou telle pathologie, voilà, ils vont pouvoir te sortir une base de données monstrueuse. Et puis après, ils ont les sous, donc ils le font, et après ils réfléchissent et ils disent bon bah ok, qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant? Et après ils vont aller avec des hypothèses par rapport à tout ça. Alors que nous en France, on aurait plutôt tendance à réfléchir d'abord à ce qu'on pourrait faire avec le peu d'argent qu'on a, et après voilà, on a notre hypothèse, on réfléchit beaucoup et puis on va peut-être faire une expérience pour voir si ça fonctionne. Bon. Et j'aime bien ce côté où voilà, on explore, on y va, et puis après on se laisse aller là où les données vont. Ça, c'est quelque chose qui te dit, et je pense que c'est une bonne philosophie. Voilà, on va là où les données nous mènent, en fait. On cherche pas forcément à avoir un a priori sur ce qu'on recherche. Et c'est bien si on peut le faire. Hein. C'est bien si on peut faire ça. Après, ça nécessite quand même d'avoir un peu des fonds, parce que ça nécessite de faire aussi beaucoup de trucs qu'on n'utilisera jamais. Et donc ça a un coût. Mais j'aime bien cette façon de faire, donc je vais essayer. Je dis bien essayer parce que ce sera beaucoup plus dur en rentrant, hein, parce que les contraintes seront différentes. Mais la simplicité de travail, voilà, cette façon de faire à l'américaine qui est assez intéressante. Je pense, c'est quelque chose que j'aimerais ramener. Je vais ramener évidemment des souris, des choses, enfin, et plein de données que j'aurais accumulées, que je pourrais, j'espère, exploiter pendant 10 ans, moins ou plus, j'en sais rien. Donc ça, c'est ce que je vais ramener sur le plan professionnel. Et puis sur le plan personnel. Des amitiés qui se sont créées ici avec des Nord-Américains, mais des Français aussi, des expatriés qu'on a rencontrés. Ma Ford Mustang, comme je t'ai dit, et des souvenirs plein la tête, et une belle expérience finalement. Alors c'est pas fini, j'ai encore presque 1 an complet à passer ici, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que je suis parti 20 ans en fait. J'ai pas l'impression que je suis parti il y a que 1 an. Beaucoup de choses, énormément de choses que j'ai expliquées dans le dernier podcast, mais la façon d'arriver ici, de changer complètement d'environnement de travail, de se recentrer sur un seul pan de ma triple valence universitaire et de faire que de la recherche, être dans une culture finalement qu'on a l'impression de connaître, mais qui est quand même très différente de la nôtre. Tout ça fait que chaque jour, ouais, c'est comme dans Interstellar, quoi. Chaque heure qui passe équivaut à 7 jours en France, quoi. Je pourrais dire ça comme ça, et j'ai vraiment l'impression que je suis parti il y a 10 ans, quoi. J'ai pas revu des amis depuis que 1 an, mais quand on parle au téléphone, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu. Et ce sera cool quand je les reverrai, parce que je serai très content de revoir mes amis, mes proches. Mais l'expatriation, ça nous donne 20 ans d'expérience en 2 ans en 2 ans réels, quoi. Si tu veux, je vais revenir, je serai pas si vieux, mais j'aurai l'impression d'avoir acquis tellement de choses. Ça nous fait mûrir. C'est assez hallucinant comme sentiment, qui est partagé aussi par ma femme et je pense par beaucoup de gens qui ont eu cette expérience. Et je pense rien que pour ça vaut le coup, malgré tout, de partir. Aucun regret de ton côté?
Non. Alors vraiment pas. Franchement, même si je réfléchis bien, j'ai pas de regret d'être parti. Surtout pas dans les conditions dans lesquelles je suis parti. Je dois avouer que au début, je faisais pas le malin parce que là, je fais un peu le malin en disant c'est génial. Évidemment, tout ça est parsemé de doutes permanents. Avant de partir, j'étais même pas sûr que je voulais partir. Je me suis dit mais c'est pas une bêtise de partir à l'autre bout du monde, laisser toute sa famille en plein milieu d'une pandémie pour un truc que je suis même pas sûr d'aimer. Enfin, en plus je me sentais pas légitime. J'ai fait un gros syndrome de l'imposteur en arrivant ici au milieu de toute ma remise en question personnelle et professionnelle. Je me suis dit quand je suis arrivé, voilà, il y avait un peu l'excitation d'être là. La première semaine, j'étais surtout dans des formations pour avoir l'autorisation d'aller à l'animalerie, de faire des chirurgies, d'avoir les autorisations pour faire ceci, cela, les formations de sécurité. Et puis arrive la première rencontre. Enfin, en tout cas, on a des lab meetings tous les vendredis où chacun des postdocs présente ses résultats. Donc on est une dizaine, un peu plus d'une dizaine. Donc à peu près toutes les 10 semaines, on y passe. Et là, premier lab meeting avec une des membres du labo et vraiment, je comprenais rien, quoi. Je veux dire, j'étais largué, en fait. Les slides passaient vite et en fait, j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle faisait. Elle utilisait des modèles transgéniques de souris. Enfin, je comprenais pas ce qu'elle disait. Tout le monde parlait, tout le monde était super à l'aise et moi, j'étais là, oh là là, mais est-ce que je vais arriver à comprendre tout ça? Et voilà, les premières semaines où je me suis rendu compte finalement que là, j'y étais dans ce laboratoire compétitif, je me suis dit mais à un moment donné mais ils vont pas se rendre compte que je suis un bouffon, en fait, un baltringue, je suis même pas du milieu, j'arrive là comme une fleur, j'ai été pistonné par le copain du chef. En fait, grosse crise de légitimité et vraiment dur, quoi, en me disant mais en fait les gens vont s'en rendre compte, quoi, que je suis un imposteur. Et bon, évidemment, ça s'est tassé. Et puis j'ai discuté. J'ai un Canadien francophone qui était dans le laboratoire, qui est reparti au Canada maintenant. On discutait beaucoup. Puis je lui ai dit ça. Et il m'a dit, mais alors lui, pourtant, était quelqu'un qui était là depuis 7-8 ans et qui faisait de la recherche, qui était très bon dans ce qu'il faisait. Il m'a dit, mais tu sais, ça arrive à tout le monde quand on arrive ici. On est tous comme ça, en fait. On arrive et on se dit qu'on n'y arrivera jamais, qu'on comprend rien et tout. Et puis, bah, tu vois, regarde, moi, ça fait 8 ans que je suis là. Et finalement, c'est passé. Et puis, ben, ouais, en fait, mais ça, c'est naturel, en fait. C'est même, pour moi, c'est même bon signe d'avoir ça. Se dire, est-ce que je suis vraiment légitime dans ce que je fais? Se remettre en question. Alors, faut pas que ça nous inhibe complètement. Mais de passer par là, ça nous permet aussi de nous remettre les pieds sur terre et de bien comprendre pourquoi on est là, et que finalement, bah, si on est là, c'est quand même pas que le hasard, hein, qu'il y a quand même aussi un peu de travail, et que si en fait il refuse plein de gens, hein, c'est-à-dire que si l'interview s'était pas bien passée parce que mon travail était pas au niveau ou que j'avais pas bien répondu ou je sais pas quoi, j'aurais pas été pris, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas que parce que c'était son pote que j'ai été pris. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Et du coup, voilà, donc c'est pas si rose que ça. Mais j'ai pas de regrets aujourd'hui parce que ben c'est super, en fait, c'est une expérience intéressante. Et là je rentre un petit peu plus dans le détail du fonctionnement de la santé, du fonctionnement de la médecine, du fonctionnement de la fac de médecine. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont différentes. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus intelligentes que chez nous sur le plan du système de santé. Et évidemment énormément de choses qui sont vraiment beaucoup moins intelligente que chez nous sur le système de santé. Et du coup, ce système de santé, ben je le pratique, hein, sur le plan du côté patient, hein, parce que mon fils s'est cassé 2 fois le bras, qu'on a dû aller à l'hôpital 2 fois. Moi, j'ai été malade 2 fois aussi, alors que j'ai jamais été malade en 33 ans, en 32 ans jusqu'à là, j'avais pas eu besoin. Et là, vu que je peux pas me faire mes ordonnances, tout ça, j'ai été obligé d'aller voir le médecin. Ça m'a coûté des sous. Enfin, je me suis rendu compte un petit peu de la réalité de ce qu'était le système de santé américain, qui est un système qui fonctionne bien, mais si on a de l'argent, c'est mieux. Juste, je recommande aux auditeurs et aux auditrices d'aller voir. T'as fait, je crois, 2 vidéos sur le syndrome de l'imposteur. Je les ai regardées, je les ai trouvées hyper réconfortantes. Donc, à aller voir. Ouais, c'est exactement. J'ai fait 2 vidéos. Merci. Il y a une dernière question que j'avais envie de te poser. Par rapport à l'anglais,
Je voulais savoir comment est-ce que tu as appris à parler anglais, suffisamment en tout cas pour partir dans un pays anglophone. Parce que moi, j'ai eu des cours d'anglais à la fac et je trouve que j'ai eu de la chance parce que on avait des super profs d'anglais qui se démenaient pour nous faire des choses vraiment pratiques, concrètes et adaptées à l'exercice médical. Mais concrètement, tu me lâches toute seule à Cincinnati pour me faire des potes, ça va être très compliqué. Donc, comment toi, t'as appris l'anglais? Alors, si on te lâche toute seule à Cincinnati, appelle-moi, hein, je ne serai pas tout seul quand même. Mais il y a beaucoup de Français aussi. Non, mais bref. En tout cas, bon, moi, j'ai toujours bien aimé l'anglais. Depuis, en fait, après ça, c'est une histoire familiale, mais du côté de mon père, j'ai un oncle anglais. Alors, c'est pas un vrai oncle, c'est un oncle de cœur qui est un ami d'un de mes oncles. Ça devient compliqué à suivre, mais globalement, ils sont amis depuis qu'ils sont tout jeunes. Et en fait, il a toujours été dans les grands moments familiaux. C'est vraiment devenu un des frères, un des tontons de la famille. Et du coup, je suis allé chez lui petit. Je suis allé 2 fois. Et donc, j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Et puis, quand je suis arrivé au lycée, j'ai fait la section européenne anglais. Donc, honnêtement. Il y en a qui l'ont fait et qui en ont rien fait derrière, mais voilà, on avait des cours de physique en anglais, on est parti en Suède en échange en anglais, on avait plus d'anglais que les autres. Donc j'avais quand même ce truc avec l'anglais. J'ai toujours bien aimé parler les langues étrangères. Enfin, j'ai surtout toujours bien aimé parler anglais. J'étais nul en espagnol et honnêtement, voilà, j'ai pas persisté là-dedans, mais l'anglais, ça, j'ai toujours bien aimé ça. Donc voilà, puis il y a la musique aussi, la musique qui m'a fait beaucoup. J'aime pas le rock français. Je pourrais même te faire un podcast de 4 heures sur pourquoi j'aime pas le rock français, mais je veux dire, j'aime pas du tout. Donc j'écoutais que en anglais. Et vu que j'aime bien chanter, connaître les paroles, je regardais les paroles, j'essayais de comprendre ce que ça veut dire. J'aime beaucoup voyager, donc beaucoup de voyages, donc beaucoup de pratique de l'anglais. Et puis à un moment donné, ben professionnellement, quand tu écris des articles, des machins, tu te mets dedans, quoi. Et je pense que il y a des gens qui sont pas bons en anglais, il y a des gens qui ont plus de difficultés à apprendre des langues étrangères. Je peux pas dire que je sois bilingue, hein, loin de là, honnêtement. Il y a plein de trucs où je pense que je suis pas bon et j'ai pas de vocabulaire, mais ça a toujours été une musique qui m'intéressait, l'anglais. Et je pense que c'est vraiment de base quelque chose qui m'intéresse. Parler anglais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc au fond, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Après, je vais pas te dire en fait, il y a anglais et anglais, hein. Il y a l'anglais qu'on parle à la fac, hein, avec des profs ou entre français, quoi. Et puis il y a l'anglais d'Angleterre qui est et puis il y a l'anglais du Midwest. Il y a l'anglais du Midwest. Alors parler par des gens qui sont tes collègues, ça va, mais des fois tu commandes au McDo ou un truc comme ça, tu comprends pas en fait. Les gens ne te comprennent pas. Déjà, les gens ne te comprennent pas, ce qui est frustrant, parce que tu as l'impression de parler leur langue et en fait ils ne te comprennent pas. J'ai pas le meilleur accent de la terre, mais j'ai pas non plus le pire. Donc normalement, enfin la plupart du temps, les gens me comprennent. Puis quand on me comprend pas, c'est un peu bizarre. Et à l'inverse, tu ne comprends pas les gens. Et le pire, c'est quand tu les appelles au téléphone. Alors, je veux dire, si vous avez la pire expérience dans un pays, et avec une langue étrangère, c'est le téléphone. Ça, c'est l'horreur absolue. Franchement, je pense c'est le truc le plus dur quand tu arrives, c'est avoir des conversations téléphoniques avec des Américains. Mais moi, j'aime bien l'anglais et c'était un bon challenge pour moi. J'avais vraiment envie d'acquérir plus d'aisance avec l'anglais. J'ai toujours aimé parler anglais, mais j'étais limité par le fait que je pratiquais pas assez, donc je perdais beaucoup mon vocabulaire. Et puis voilà, c'est que si tu pratiques, ça, c'est des choses qui deviennent plus faciles. Donc c'était pour moi, ça a jamais été, enfin en tout cas quand je suis arrivé, ça a pas été quelque chose qui m'a fait peur. Je savais que ça allait pouvoir me jouer des tours. D'ailleurs, ça m'a joué des tours. Enfin, je veux dire, ça m'a joué des tours. C'est toujours compliqué parfois, mais on s'en sort. Et vraiment, c'était pour moi un challenge. Et je suis arrivé, j'étais super content. Je parlais anglais tout le temps. C'était top, quoi. J'aimais bien ça. Mais c'est sûr que je peux comprendre que certaines personnes aient peur. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, en plus, quand tu évolues dans un milieu comme la recherche où il y a beaucoup d'étrangers, c'est que de toute façon, déjà tes collègues, ils ont l'habitude d'entendre parler un anglais pourri. Hein.
Les Américains ici, ils ont l'habitude. Hein, il y a des Japonais, des Chinois. Enfin, je veux dire, les fautes d'anglais, les machins. Donc en fait, ils ont l'oreille au travail. Et c'est pour ça que quand tu sors et que tu vas au McDo et que tu rencontres des gens qui ont peut-être pas forcément l'habitude de croiser des étrangers, surtout à Cincinnati, je veux dire. À New York, ça va. Mais Cincinnati, tu vois, c'est pas la première destination touristique des États-Unis. Du coup, effectivement, des fois, t'es confronté à des gens qui te comprennent pas, quoi. Et qui te demandent de répéter, ou alors tu vas au restaurant, tu vas au McDo, puis tu sors, puis t'as pas du tout ce que t'avais commandé, quoi. Parce que au bout d'un moment, ils en avaient marre et ils t'ont mis un truc, quoi. Et donc, ça c'est, mais finalement, ça fait partie un peu de l'expérience. Et pour l'instant, ça nous a pas joué des tours au point d'être dans une grande incompréhension ou de nous porter préjudice. C'est plutôt des situations rigolotes, et ça fait partie de l'expérience, j'ai envie de dire. Mais faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut vraiment y aller en se disant, de toute façon, je sais que je parle pas bien anglais. Les gens entendent que je parle pas bien anglais. Et donc, les Américains sont quand même, dans leur grande majorité, assez bienveillants avec les étrangers. Et ça, c'est leur culture de tout va bien, tout est optimiste, tout est super amazing. Et donc, quand tu leur diras désolé, je parle pas bien. No, you're totally fine. No, that's good. Your English is so good. Voilà. Donc tu sors de là en disant bon, finalement, je dois pas être si mauvais. Hein. Bon, je pourrais partir en vacances aux États-Unis alors. Oh ouais, sans problème. Je te remercie, Nance, d'avoir raconté ton aventure américaine à mon micro. Avec plaisir. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte @podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter @podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.